Bonjour à tous, bon après-midi, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire. Je suis Ian McCaffin. Je fais partie du secrétariat du GPE ici à Washington. Avant de commencer, je voulais m'assurer que ceux qui sont liés à nous par téléphone mettent leur microphone sur muet. Il y a une diffusion en anglais et une diffusion en français. La série webinaire du GPE a lieu depuis l'été dernier. Il s'agit d'une plateforme d'échange des expériences et des enseignements. Les pays qui souhaitent avoir des occasions supplémentaires d'échange peuvent participer. Cela permet aux professionnels de s'informer sur les pratiques actuelles et courantes. Nous avons un programme très chargé pour cette année, dans la série de webinaires. Le prochain va se réaliser avec l'INEE, ce réseau pour l'éducation. Notre engagement dans les pays touchés par le conflit s'est approfondi au cours des dernières années. 43% des pays où nous travaillons en ça sont des pays dans des conditions-là et une partie importante de notre décaissement se passe là. Une des intentions du NIE, c'est de travailler dans les pays de conflit, mais aussi pour travailler dans des pays après conflit pour la reconstruction du pays. Jasper Anderson, du secrétariat du GPE, va nous donner un aperçu de la réponse du GPE aux urgences en matière d'éducation. Quelqu'un du NII va nous expliquer ce qu'ils font. Et il y a 2 cas d'études par pays montrant le travail du NII dans le Soudan du Sud, le travail du GPE dans le Soudan du Sud, et le GPE aussi en RDC, et aussi le travail du INEE dans le DRC. Nous voulons nous assurer qu'à la fin des exposés, il y ait un temps consacré au débat. Nous espérons consacrer 25 minutes à cette activité. Avant de passer aux exposés eux-mêmes, quelques avis d'intendance. Tous ceux qui ont appelé pour se joindre à nous, mettez vos téléphones au microphone sur moi. Il y a une adresse email, webinar@globalpartnershipforeducation.org. J'en ai demandé aussi aux exposants de parler clairement et lentement parce qu'il y a un service d'interprétation à partir d'ici Washington. J'aimerais donc inviter Dean Brooks, directeur du INEE, de faire son exposé et après nous passerons à autre chose. Dean, je vais montrer vos diapos. Dites-moi, Dean, quand vous êtes prêt, quand vous serez prêt à passer à la diapo suivante. Merci Dean de cette occasion. Bienvenue à tous et à toutes. Je vais vous expliquer un peu ce que fait le INEE. Et pour ceux qui ne le savent pas, le INEE, c'est le réseau international pour les urgences en matière d'éducation. Il s'agit d'un réseau qui essaie d'assurer l'accès de tous à des programmes éducationnels de qualité qui
qui sommes-nous? Bon, nous sommes plus de 13 000 personnes qui travaillent, qui étudient, qui enseignent et qui réagissent aux besoins en matière d'éducation de millions de personnes dans des situations de crise et difficultés. Nous sommes des enseignants, des étudiants, des fonctionnaires de ONG, l'ONU, consultants, ministres et autres. Nous travaillons dans des bureaux, dans des camps de réfugiés, dans des universités et même sous les grands manguiers dans les pays locaux. Nous parlons plus de 80 langues et dialectes différents et nous habitons dans plus de 170 pays. Le INEE a été existait déjà avant d'être créé. C'était à Dakar où nous avions quelques activités. Cela a été créé par le commissaire réfugié, l'UNICEF et l'ONU. Et un certain nombre de ONG et d'organismes de l'UN, des Nations Unies sont réunis pour créer ce INEE. Autre que le travail que nous abattons, et comme vous le savez probablement, ce qui caractérise le INEE, c'est les outils et les normes, les standards. Au cours de la dernière décennie, nous avons créé une bibliothèque importante en matière d'outils avec des articles, bibliographies, des études de cas, des références, des guides de poche et à noter et autres. Lorsque présente notre organisation, j'aime vous encourager à consulter notre site sur Internet et explorer un peu ce site pour bien connaître nos ressources. Je vais vous montrer aussi la page Internet pour notre boîte à outils. La boîte à outils du INEE, si vous cliquez dessus, vous allez voir les ressources qui ont été bien testées par les organisations membres du INEE. Ces gens ont exploité des milliers de ressources qu'ils ont regroupées en nombre de 800 trio-volets qu'ils ont mis dans notre boîte à outils. Donc, vous placez sur la page de garde de INE, vous voyez le lien Toolkit ou boîte à outils, vous allez donc avoir accès à toutes ces ressources. Voici donc la boîte à outils. C'est parfait. Bon, je voulais vous expliquer un petit peu ce que c'est que les normes minimales INEE. C'est un des documents de base de notre organisation et qui est essentiel pour le travail que nous faisons. Ce document est utilisé très largement. J'espère que vous tous qui êtes connectés en ligne à nous, vous en avez une copie, un exemplaire. Donc, ces normes minimum établissent quelles sont les normes minimum pour une qualité d'éducation dans des situations d'urgence. Donc, il y a toute une série de réponses, état de préparation jusqu'à une réaction au cas d'urgence, recouvrement, récupération. Et ces normes sont basées sur les processus et les objectifs relayés par le SPHERE, les normes SPHERE. Nous avons un partenariat avec ce programme SPHERE. Donc, nos normes minimales se basent sur le droit humanitaire, le droit de l'homme, le droit de réfugiés, se basent sur d'autres cadres juridiques, reflétant donc les principes et qui dirigent et qui servent d'orientation à la préparation et à la mise en place et en œuvre des programmes d'éducation. Au départ, ces normes minimum
ont élaboré en 2004 et lancé à la fin de cette année. La deuxième édition a été publiée en 2010. Ces standards minimums représentent des milliers d'experts en matière d'éducation, de techniciens du monde entier, qui représentent aussi, ou issus, si vous voulez, de 52 pays. Et depuis qu'ils ont été mis au point et largement disséminés, ces normes minimales sont utilisées dans 160 pays pour informer leur planification en matière d'éducation et aussi leur réponse en cas de nécessité. Vous voyez que ces normes minimales ont été traduites dans un grand nombre de langues, 18 en total. Et il va y en avoir d'autres encore dans l'avenir. Donc tous ces documents peuvent être téléchargés, toutes nos ressources peuvent être téléchargées gratis. Si vous voulez une copie sur papier, il suffit de nous écrire et les demander. Vous allez les recevoir. Et pourquoi est-ce que les normes sont importantes? Parce que, étant donné que les normes se basent sur les principes humanitaires et des droits de l'homme, ces normes nous permettent de transformer les principes en action. Et cela peut nous permettre de protéger ceux qui sont en situation de crise et assurer leur droit à une vie digne. Ces normes aussi améliorent, perfectionnent la qualité du travail humanitaire. Étant donné que ces normes ont été mises au point par des experts, des milliers d'experts dans le monde entier, elles perfectionnent la qualité de toute action humanitaire. Nous appuyons aussi les organisations nationales et internationales pour l'assistance humanitaire de qualité. Ces normes sont la fondation qui permettent aux humanitaires de rendre compte et d'être redevables devant ceux qui servent. Même dans des contextes difficiles, les droits de l'homme ne sont pas ignorés, la dignité humaine est préservée pour ceux qui vivent en situation de crise. Ces normes permettent aussi des repères internationaux et permettent aussi de renforcer les capacités et d'établir des objectifs. Je travaille depuis longtemps sur ces questions et je aussi constaté que ces normes minimales nous permettent de nous regrouper autour d'un même langage. Pour ainsi dire, c'est un point de référence pour nous tous, nous permettent à tous de mettre le chapeau INEE, pour ainsi dire, parce que bon, faisons notre travail sur la base de ces principes. Cela renforce la professionnalisation. Ces normes sont un outil très important pour la défense de ces personnes. Nous les utilisons dans le monde entier pour appuyer nos efforts de défense de l'éducation en situation de crise. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ces normes sont organisées, quel est le principe de base autour duquel elles s'organisent. Vous voyez, ça c'est la couverture de cette publication en anglais sur les normes minimales. Vous avez le cercle à gauche qui vous montre les normes fondamentales. 3 normes différentes qui sont la base, les normes de coordination, d'analyse et de participation des collectivités. Ce sont ce type de standards minimum de base qui inspirent tout notre travail. Donc, il faut aussi créer un environnement d'apprentissage, accès à un environnement éducationnel, formation du personnel et politique d'éducation. Je vous encouragerai à feuilleter cette brochure et de prendre le temps aussi de réfléchir sur ces questions. Étant donné qu'il y a plusieurs exposés qui nous attendent de la part de professionnels qui travaillent dans
nombre de pays différents. Le contexte où tout cela se passe est très important. Donc, je vais vous dire quelques mots à propos de ce que nous appelons la contextualisation. Donc, la contextualisation est une démarche très passionnante de la part de INE et se base sur une approche de haut vers le bas, à partir de la base, où les pays font un effort pour bien comprendre ce que les normes signifient dans leur contexte. Donc, cela tient d'un processus formalisé qui inclut toutes les parties prenantes de l'éducation dans un contexte déterminé. Ils traduisent, ils essaient de comprendre, de bien discuter, de débattre et d'atteindre un consensus possible pour bien comprendre ce que les normes représentent dans leur contexte. Cela se fait dans un processus basé sur un consensus, un processus de coopération. Si vous voulez faire une telle démarche dans votre pays, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous vous appuyions dans ce processus. Pour que le logo de INEE puisse être utilisé dans vos publications sur les normes minimum de notre organisation, il faut une autorisation, il faut répondre à certaines conditions. Donc, dans le processus de contextualisation, les parties prenantes essayent de transférer quelques questions importantes dans leur contexte. Qu'est-ce que veut dire éducation de qualité dans notre contexte, par exemple? C'est une question. Ceux qui le font essayent d'écrire, de rédiger très clairement ce que cela veut dire dans leur contexte particulier. Une autre question. Qu'est-ce que l'appui des enseignants veut dire dans mon contexte? Nous disons que toutes les parties prenantes importantes doivent être impliquées dans ce processus. Quelles sont ces parties prenantes qui vont débattre, essayer de trouver un consensus sur ces normes contextualisées dans leur situation particulière? Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 13 exemples de ces pays à gauche. 2 pays, Irak et le Soudan, sont en train de parachever leur liste de normes contextualisées maintenant. Nous sommes un réseau ouvert. Vous pouvez vous associer. Ce réseau, c'est très simple et c'est fait sur une base individuelle. Il n'est pas nécessaire que vous demandiez à votre organisation de faire partie du réseau. Ils font partie peut-être des autres. Vous allez faire une demande en ligne. C'est un processus très direct. Nous allons tout simplement nous assurer que vous êtes engagés et impliqués dans l'éducation en situation d'urgence. Et vous êtes tous les bienvenus. Mettez-vous sur notre site. Vous voyez le lien sur l'écran. Et bonne chance. Et merci beaucoup. Jean, merci beaucoup de votre exposé. Pour tous ceux qui participent en live stream, il y a toujours un petit délai pour projeter les diapositives. Hier, nous avons envoyé un hyperlien qui vous permet d'accéder à des versions en français et en anglais de ce PowerPoint. Maintenant, nous allons présenter le travail de GPE dans des situations de fragilité et de conflit. Notre orateur connaît un certain retard. Nous allons donner lecture à ces diapos, espérant qu'il va arriver encore à temps pour participer au débat. Je vais donner lecture. Malheureusement, je ne peux pas vous expliquer plus que ça, mais ça va vous donner quand même une idée comment le GPE a structuré son programme
pour répondre aux situations de conflit et aux urgences en matière d'éducation. GP appuie des plans sectoriels d'éducation pour renforcer l'état de préparation pour les urgences et le planning. Il y a plusieurs mécanismes que nous utilisons. Nous offrons du financement, des subventions donc pour répondre à ces besoins en situation d'urgence. GPE aussi appuie la planification de l'éducation pour la phase de transition. Quelques points saillants de notre travail, c'est bon voilà, 4 pays qui font partie de notre partenariat. Nous avions qu'un seul pays en 2002, maintenant nous avons 28 pays en 2016. 4 de ces pays ont bénéficié d'un financement accéléré pour répondre à ces situations d'urgence. Les interprètes n'entendent plus, le son a été coupé. Malheureusement, il n'y a pas de son pour les interprètes. Ils se trouvent dans l'impossibilité d'interpréter. Et le rôle, no, it's gone again. We can't hear you in Kinshasa.
Peut-être le dire à Kinshasa. Ok. D'accord, on va essayer de régler les problèmes parce que nous avons des problèmes techniques avec l'interprétation. Restez avec nous. Dis-le en français pour Kinshasa aussi. Oui, allô, allô, nous avons des problèmes techniques, nous n'entendons pas l'anglais original. Je vais essayer de résumer ce qu'on a déjà dit. Le GPE répond aux situations d'urgence en matière d'éducation, essaye également d'avoir une plateforme pour le dialogue, pour la coordination, pour la préparation et la reconstruction. Et il y a également des contributions importantes pour aider les pays fragiles ou affectés par les conflits à travers le partenariat pour fournir l'éducation aux jeunes, même lorsqu'il y a des catastrophes naturelles ou des conflits dans les pays. Je suis désolée pour les problèmes techniques d'une part et de l'autre du fait que je suis en train de présenter la présentation de mon collègue. Donc, je vais maintenant passer à la présentation par pays. Tizi est directrice de programme pour l'UNICEF. Elle est basée à Nairobi et elle va parler du soutien du GPE au Soudan du Sud. Vous nous entendez, Tizi? Oui, je vous entends. Bon après-midi. Allez-y.
Oui, parfait. Je vous remercie d'abord de m'accorder l'opportunité de parler du programme du GPE pour le Soudan du Sud. J'y étais en novembre de l'année dernière. L'objectif de la présentation est de donner un exemple du soutien fourni par le GPE au système d'éducation afin de les renforcer dans les contextes de fragilité et de conflit. Le programme du Soudan du Sud s'appelait fournir une éducation de base de qualité dans des circonstances difficiles. Le contexte était effectivement difficile, mais il y a eu des efforts pour renforcer le système pédagogique quand même. Donc, comme nous le savons tous, il y a eu plusieurs problèmes au Soudan du Sud jusqu'à 2011. Le Soudan du Sud a pris son indépendance en 2011. Et nous avons entamé nos travaux juste après l'indépendance. Le plan stratégique sectoriel a donc été mis au point, évalué, et c'était un plan 2012-2017, notamment pour le secteur de l'éducation. Par la suite, le Soudan est devenu membre du GPE en août 2012 et y entamé le processus d'identification des priorités. Le GPE a approuvé un don de 36 000 millions de dollars, par la suite USAID également, qui est un donateur important pour le secteur de l'éducation, notamment au Soudan du Sud, a fourni également 20,1 millions de dollars pour le programme GPE. Les agences de coordination au Soudan du Sud étaient USAID et le département du développement international ainsi que Grant Agent et l'UNICEF. Également, le groupe local d'éducation a joué un rôle très important, notamment dans le cadre des clusters d'éducation. Quels sont les principaux objectifs du programme du partenariat GPE? D'abord, renforcer les systèmes d'éducation nationaux, et notamment dans le pays le plus récent du monde, le Soudan du Sud, pour fournir une éducation de qualité à travers le financement du GPE. Donc, il a été possible d'aider un nombre réduit d'écoles à améliorer leurs performances et donc à fournir un modèle de renforcement du système éducatif des écoles. Et l'objectif était également de tirer profit du succès du programme pour renforcer et attirer un surcroît de soutien au système pédagogique ou éducatif du Soudan du Sud. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails du programme. Il était très ambitieux, en fait, et il est toujours en cours. On a commencé en octobre 2013 et donc jusqu'à 2017. Je veux juste signaler que durant la phase de mise en application du programme du GPE, il y a eu une situation d'urgence également. Dans plusieurs régions du pays, mais particulièrement dans les États les plus touchés. Donc, le programme GPE a été revu et amélioré en 2013, mais par la suite, il y a eu un conflit. Et donc, nous avons rencontré des problèmes et des retards dans la mise en application du programme. Et en mars 2014, nous avons redémarré. Bien sûr, entre-temps, on a reconnu le fait que le contexte du pays était un contexte de conflit et de fragilité. Donc, nous avons décidé de tenir compte de cette situation dans les programmes. Et là, j'ai signalé quelques domaines
quelques parties du programme que nous avons été capables de mettre en exécution pour renforcer le système éducatif en dépit de la situation d'urgence. Au niveau du développement des programmes scolaires, nous avons démarré le programme fin 2012 et le GPE a donc été capable de poursuivre ce programme et de systématiser l'introduction de l'éducation sur les droits de l'homme, le maintien de la paix et l'environnement dans les curriculums ou les programmes scolaires. Et cela également a été fait de pair avec les parties prenantes dans les 10 États du pays, plus particulièrement les États rencontrant des situations d'urgence, pour réfléchir ensemble sur les composantes nécessaires qui doivent être introduites dans le programme scolaire. Et à cet égard, tout le pays était concerné, le ministère de l'Éducation et les 10 États et leurs ministères d'éducation locaux. Au niveau de la construction d'écoles, c'est venu un peu plus tard. Mais nous avons utilisé le temps pour procéder à une sélection basée sur les preuves fournies par les États pour savoir combien, par exemple, l'école recevrait d'enfants, quelles sont les normes de construction, comment utiliser l'école de la meilleure manière possible. Au niveau du renforcement de l'alphabétisation et de la connaissance des chiffres, il était clair que les enfants n'apprenaient pas bien et donc il était nécessaire de renforcer l'éducation au niveau primaire et préscolaire. Nous avons donc procédé à des études d'évaluation pour recevoir l'information nécessaire sur les niveaux d'alphabétisation et de numération ou d'apprentissage des chiffres pour bien identifier les problèmes, notamment dans d'un pays à langue multiple et où la politique est en fait que la langue officielle est la langue d'enseignement. Donc il fallait qu'il y ait un programme qui permette de sélectionner les langues avec lesquelles nous allions démarrer notre programme. Nous avons commencé par sélectionner 5 langues en nous fondant sur les preuves fournies par les partenaires également, comme le CIL et le département des langues du ministère de l'Éducation, pour essayer de nous assurer que les 5 langues sélectionnées sont suffisamment représentatives de 66% de la population. Donc, cela nous a permis également d'identifier les défis en matière d'apprentissage de l'alphabet et des chiffres. Il y a eu également des réunions annuelles de revue sur le plan sectoriel qui nous ont aidés à évaluer le progrès sur les indicateurs clés au niveau du plan sectoriel pour l'éducation et de savoir ce qui se fait au niveau des États. Bien sûr, comme vous pouvez le savoir, il y avait plusieurs défis que nous avons rencontrés. D'abord, le démarrage a été difficile, début 2014. Nous avions donc mis au point un plan en 2013. Mais les événements qui ont fait suite au conflit qui a démarré en novembre 2014, nous avons rencontré des problèmes et des retards. Toutefois, nous avons également réalisé un progrès au niveau de la préparation du programme scolaire et de la sélection des sites sur lesquels les écoles allaient être construites. Cela a pris beaucoup de temps, mais c'était un processus fondamental qui nécessitait l'approbation des communautés et des États concernés. Et puis nous avons fait face au problème de l'hyperinflation de 2015 avec un paiement inconsistant des salaires des enseignants,
d'où un surcroît d'absentéisme de leur part. L'hyperinflation également a eu comme résultat un manque de satisfaction croissant de la part des enseignants volontaires qui recevaient des incitatifs qui étaient en fait alignés sur les salaires des enseignants permanents, mais qui n'étaient pas également payés. Nous avons donc essayé de travailler avec les clusters d'éducation et le ministère pour qu'il y ait une forme d'alignement au salaire des enseignants. Tout au long de la mise en application du programme, le programme a été évalué en permanence, étudié en détail pour savoir ce que nous étions en train de faire et pour nous assurer que cela fonctionnait dans le contexte d'incertitude et de conflit. Nous avons travaillé en permanence avec les partenaires, avec les parties prenantes, avec le gouvernement pour nous assurer qu'il y avait une appropriation du projet. En 2015, le processus d'analyse du secteur et le plan du secteur a démarré. Il était mené par l'UNESCO au Soudan du Sud et nous étions en communication permanente et tous les processus devaient aller de pair. Nous avons commencé au niveau de l'analyse par analyser les risques de catastrophes naturelles et de conflits. Nous avons commencé par 3 étapes, puis 5 étapes. Et au fur et à mesure, tous les pays sont passés dans la catégorie fragile en raison de l'hyperinflation. À l'issue de l'analyse, nous sommes passés au plan du secteur de l'éducation pour renforcer la résilience et la cohésion sociale qui était fondamentale et nécessaire au Soudan du Sud. Les processus ESA, donc analyse, et ESP, donc plan, ont également eu du succès avec une participation très large de la part du ministère d'abord de l'Éducation, ensuite du ministère des Finances, des partenaires à l'éducation, des parties prenantes et même des responsables de l'éducation au niveau des États, ce qui a permis de renforcer les capacités, ce qui est absolument nécessaire dans un pays comme le Soudan du Sud, qui a pris récemment son indépendance. Avec le retour de l'insécurité et de la violence, notamment en juillet 2016, le cluster et le GPE ont procédé à une évaluation du secteur. Donc, l'insécurité était élevée, l'hyperinflation était toujours là. Il était donc clair que tout cela avait un impact négatif sur le secteur de l'éducation. Nous avons donc procédé à l'évaluation et les principaux résultats étaient d'abord qu'il y a eu une réduction de l'ordre de 10% du nombre d'écoliers scolarisés en 2016 comparé à 2013. Et même dans la région du Haut-Nil, la région, bien sûr, a été également affectée par le conflit depuis 2013. Il y a eu un absentéisme croissant des enseignants. Il y avait 31% d'enseignants de moins comparé à 2016. Et donc, il y a eu également des retards ou des non-paiements de salaire, ce qui était un problème pour les enseignants et la raison principale de l'absentéisme.
Aujourd'hui, au Soudan du Sud, il y a plusieurs écoles ou espaces d'apprentissage, comme vous le voyez sur la photo. Mais ce qui, pour le GPE, a fait la différence, c'est le fait de pouvoir travailler avec les autres parties prenantes étroitement, notamment avec les donateurs ou les bailleurs de fonds. Et nous avons eu également des réunions mensuelles avec les bailleurs de fonds, avec le cluster, avec le GPE pour évaluer le progrès réalisé sur le terrain. Lorsque nous avons procédé à ces évaluations, et lorsque nous allons procéder aux évaluations supplémentaires, nous allons pouvoir savoir quels sont les besoins, quel est le soutien nécessaire pour que les écoles fonctionnent au Soudan du Sud et pour que les écoliers continuent à apprendre. Tous les partenaires se sont réunis pour se mettre d'accord sur le soutien qu'ils allaient fournir avec la poursuite de la mise en application du programme et avec la mise en exécution également du programme de l'éducation en situation d'urgence. Dernière diapo. Les couvertures des brochures qui ont été préparées sur la situation du Soudan du Sud, le conflit, le programme scolaire qui a été développé par les Soudanais du Sud, mais avec la consultation du GPE et des parties prenantes. Et à cet égard, il faut reconnaître que nous sommes au XXIe siècle, même dans les pays en situation fragile, et que donc l'apprentissage est fondamental. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous allons passer directement à la présentation suivante, toujours sur le Soudan du Sud. Holène Romain est experte d'éducation au Soudan du Sud qui se joint à nous d'Oslo. Donc, Holène, vous pouvez y aller. Merci. Bonjour d'Oslo, je vous remercie de m'accorder la possibilité de parler avec vous aujourd'hui. Je suis Holène. J'ai également travaillé dans le secteur de l'éducation en situation d'urgence au Soudan du Sud pendant plus de 4 ans avec des spécialistes de l'éducation. J'ai été d'abord coordinatrice des clusters d'éducation entre 2014 et 2015. Je parlais de mon expérience, des remarques, de la mise en application des critères minimum du réseau international pour l'éducation dans le cas d'urgence. La contextualisation à cet égard au Soudan s'est faite en fonction du cluster. Il était nécessaire à cet égard d'avoir une formation, une contextualisation. Et il y avait déjà eu un processus de contextualisation au tout début de 2012. Le processus a été mené par des consultants à l'issue de 4 journées de formation à travers le cluster éducation avec une participation très large du ministère de l'Éducation sur le plan national et les ministères locaux des États avec les agences des Nations Unies, les ONG locales et internationales, un financement de l'UNICEF pour la formation. Et nous avons également travaillé avec les coordonnateurs de clusters en matière de santé, d'éducation, etc. Il y a beaucoup de participation des parties prenantes, ce qui était fondamental pour le succès du programme. Le ministère de l'Éducation a envoyé une circulaire aux 10 États du Soudan du Sud pour encourager la participation et le recours aux normes minimales à l'issue de leur développement. Nous avons également l'UNICEF et l'accord de partenariat avec l'UNICEF, le fonds CHF et plusieurs autres bailleurs de fonds sur le plan local qui se sont réunis pour étudier la mise en application. Il y a également une promotion à travers le groupe de travail de classe interactive sur le plan local pour améliorer nos normes et travailler dans le cadre des normes de la sphère. Il y a également plusieurs promotions
des normes dans le cadre des clusters d'éducation. Ce que nous avons fait au cours des dernières années, nous avons également procédé à des formations et à des distributions de brochures. Quelles sont les normes appliquées dans le cadre de notre action? Avant décembre 2013, il faut reconnaître que la guerre a démarré en décembre 2013, mais nous avions déjà une contextualisation des normes. Avec le début de la crise, nous avions compris ce qu'était l'éducation en situation d'urgence. Les États se sont préparés à répondre. Et bien sûr, l'éducation en situation d'urgence était fondamentale. Nous parlions le même langage. Et c'est là, en fait, notre objectif. Donc, quelles sont les normes adoptées à cet égard? D'abord, étudier les mécanismes de coordination, déterminer les parties prenantes pour l'éducation en situation d'urgence sur le plan national et sur le plan des États et le plan local, coordination avec des organisations qui fonctionnent en matière de situation d'urgence dans le pays et les centres de recensement. Nous avons également essayé de déterminer le ratio d'apprentissage en situation d'urgence. Par exemple, nous avions un enseignant pour 15 étudiants, mais nous avons utilisé des normes qui s'appliquent en situation d'urgence, ce qui permet d'avoir des repères pour suivre ce qui se passe. Et le système a été également adopté par les bailleurs de fonds, par l'UNICEF, PCA, etc. Cela a permis de définir le matériel et l'aide nécessaire en situation d'urgence pour répondre aux besoins des enfants et des enseignants. Et c'était également une mesure possible dans le cadre du contrôle de ce que nous faisions dans le pays, le système des 5 W. Et cet indicateur a été pris des normes de contextualisation de l'Union. À l'époque, j'étais coordinatrice de cluster et nous essayons de voir comment il était possible d'intégrer les indicateurs dans le cadre du système pour parler le même langage. Les normes permettent également de mettre des priorités dans le cadre de la collaboration intersectorielle. Les principaux clusters ont joué un rôle dans le développement des normes et donc été précis pour voir comment WASH, la protection de l'enfant, etc., doit fonctionner avec les autres parties prenantes dans les situations d'urgence. Au niveau des normes contextualisées également, il y a eu des améliorations de la compréhension du ministère de l'Éducation, du secteur de l'éducation. Les normes comprennent et légalisent leur propre politique, par exemple la politique de la langue mère, les primaires 1, 2, 3, etc. Cela permet également de définir les situations d'urgence et la ligne de première réponse, ce qui signifie que nous devons déjà être présents au tout début de la situation d'urgence. Nous avons également des points de promotion importants que nous avons utilisés avec les groupes de travail des clusters pour comprendre la valeur ajoutée qu'il fallait introduire dans les situations d'urgence. Et enfin, cela a permis de renforcer la cohésion des partenaires dans les clusters avec un langage commun, compréhensible pour tous. Nous parlons donc tous la même langue et nous avons les mêmes objectifs. Au niveau des objectifs, donc, il y a certains problèmes dans la mise en application des normes dans un contexte aussi difficile que celui du Soudan du Sud. Il y a des normes traditionnelles de ce qui est acceptable ou normal pour les Soudanais du Sud, par exemple. On peut avoir plus de 80, parfois 100 écoliers dans une même école. Ils ne refusent pas des enfants si ils dépassent la capacité de la classe et s'il n'y a pas de place assise. Les écoliers et les étudiants se rendent parfois dans des environnements insécures, dans des classes pas sécurisées. Si c'est tout ce qui est disponible, les enseignants, volontaires ou pas, parfois ne sont pas qualifiés, mais enseignent quand même, si c'est nécessaire. Nous avons également des cas où les étudiants et les enseignants se partagent les ressources. Parfois, c'est surprenant
nous avons parfois une même brochure ou un même cahier pour 3 enseignants ou pour toute la classe, pour les écoliers. Pour changer ces normes traditionnelles, coutumières, et pour les aider à réaliser les objectifs en fonction des normes, nous avions besoin de recherche et de changement du comportement. Avec le début de la crise en décembre 2013, les normes ont rencontré des problèmes, ce qui était possible avant la crise, devenu impossible après la crise. Donc, il fallait mettre les normes à l'épreuve. Et la qualité de l'enseignement a rencontré des problèmes. Impossible de répondre aux ratios, aux qualifications au niveau des enseignants. Les fournitures sont réduites, les fonds sont toujours limités en situation de crise. Et au début de la crise, les fonds pour l'éducation étaient carrément inexistants. Cela touche notamment à l'infrastructure. Dans les écoles, très peu de bailleurs de fonds aident. Et si jamais il y a une aide, elle est très limitée. Donc, il y a eu un changement des priorités en raison de la crise. Nous n'avions pas été capables d'arriver aux régions visées. Nous n'avons pas été capables donc d'être au niveau des normes. L'éducation dans plusieurs domaines était inexistante. Donc, nous avions besoin de temps, parfois plusieurs mois, parfois plusieurs années, pour retrouver notre rôle dans certaines régions. L'éducation en situation d'urgence est devenue le mode opératoire dans plusieurs régions du pays, ce qui ne peut pas durer. Un autre défi touche aux capacités réduites des autorités locales et des enseignants. Comme Tizi a dit, la plupart d'entre eux ne sont pas payés ou ne le sont pas régulièrement ou n'ont pas un salaire suffisant. Donc, il est absolument nécessaire à cet égard de procéder à une amélioration de la situation en mettant en exécution les normes. Pour terminer, quelques réalisations et quelques besoins. Une des réalisations tout au long du conflit en 2014. Nous avions le réseau international pour l'éducation qui a fourni des formations pour l'éducation en situation d'urgence et dans le cadre de l'application des normes minimales, ce qui était une situation facilitée également par le cluster. Donc, il était nécessaire de renforcer la réaction et l'amélioration. Il y a également des formations standards de base qui ont lieu sur le plan local et sur le plan de l'État. Et cela va de pair avec le renforcement des capacités. Donc ça, c'est un programme qui fonctionne toujours au Soudan du Sud. Nous avons des politiques de paiement pour les enseignants à travers le cluster éducation qui essayent de respecter les normes, mais il y a encore beaucoup à faire. Les bailleurs doivent être disposés à financer également l'exercice de mise en exécution des normes. Il faut qu'il y ait un financement là où il est possible d'évoluer. Il faut également qu'il y ait des stratégies de sortie pour l'éducation en situation d'urgence et donc un financement. Autrement, nous n'aurions que des contributions très limitées en situation d'urgence. La promotion est également nécessaire pour mettre des priorités en matière d'éducation en situation d'urgence. Nous avons eu des réalisations également dans le cadre de la mise en exécution de ces programmes. Et je crois que la promotion fonctionne et les bailleurs de fonds, finalement, finissent par s'intéresser à cet aspect. Nous avons également besoin de recontextualiser les normes minimales dans la phase post-2013. Nous avons à l'heure actuelle au Soudan du Sud des régions contrôlées par l'État, des régions contrôlées par l'opposition. Donc un problème et une réalité nouvelle. Et nous avons besoin de nous assurer que nous définissons la réalité nouvelle en fonction de nos objectifs et de nos normes pour fournir le meilleur soutien possible à l'éducation et aux enfants du Soudan du Sud. Voilà, c'est fini pour moi. Merci beaucoup, Holly. Pour gagner du temps, nous allons passer directement aux deuxième étude de cas par pays, la République démocratique du Congo.
que nous allons continuer à comprendre comment le travail du GPE et du INEE est contextualisé. Monsieur Valère Moncia, secrétaire permanent de l'équipe de soutien technique pour l'éducation technique et postsecondaire. La présentation sera faite en français, mais ceux qui sont branchés sur le channel anglais, le canal anglais, vont pouvoir suivre en anglais. Je vais demander à M. Moncia de me dire quand il faut changer de diapo, passer à la diapo suivante. M. Moncia, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup et bonjour à tous. Je m'en vais très brièvement vous exposer un peu ce que avec le programme du GPE avec la RDC. Vous pouvez passer le lien. On peut passer au PowerPoint suivant. Ok. Comme vous le savez, la République démocratique est un grand pays, en Afrique centrale. Il est doté de beaucoup de ressources naturelles, mais malheureusement, il vit encore dans une situation de pauvreté. Comme vous le voyez, il est le 176e pays sur 188 selon l'indice de développement humain des Nations Unies en 2015. Et donc, il vit également, c'est un pays qui est dans un contexte de conflit prolongé, c'est un pays qui sort, c'est un pays post-conflit et qui est encore dans un état de fragilité. Pourquoi? Parce qu'il y a encore 2 millions, presque et demi de personnes qui sont déplacées à l'intérieur du pays et plus de 300 000 qui sont des réfugiés en dehors de la RDC. On peut passer dans les pays voisins. On peut passer les slides, s'il vous plaît? OK. Il y a à peu près, suivant la dernière enquête qu'on a faite avec l'appui de l'UNICEF, il y a à peu près 3,5 millions d'enfants qui sont en âge scolaire, mais qui ne vont pas à l'école. C'est également un système éducatif qui est géré à la fois par l'État, qui est un pays hybride, mais également par les confessions religieuses. Comme on est dans un État qui reste encore très fragile et de pauvreté, la plupart des enseignants, disons une grande partie des enseignants, est supportée financièrement par les parents, mais presque l'ensemble des enseignants, presque le salaire de tout l'ensemble des enseignants est complété par les frais qui sont payés par les parents chaque mois. Donc ça pèse et ça empêche évidemment certains enfants de pouvoir aller à l'école, même s'ils y vont, mais de manière régulière. On peut passer rapidement. Voilà, merci. Et donc, c'est dans ce contexte-là que le pays a préparé un programme, un plan stratégique qui a été soutenu à la fois par le GPE, mais également par d'autres bailleurs, et dont la contribution du GPE depuis 2012 à ce plan stratégique s'élève à un peu plus de 200 millions de dollars. Le premier financement est intervenu en 2013, un financement de 100 millions de dollars, et pour soutenir un plan intérimaire pour le secteur de l'éducation pour la période 2014-2016. Ce programme vient de se terminer et ce programme avait 3 objectifs: augmenter l'accès et l'équité dans l'enseignement primaire en rénovant et constituant des salles de classe, améliorer les conditions d'apprentissage de l'enseignement primaire et renforcer la gestion du secteur. Il faut dire qu'il y a eu 2 sortes d'actions, des actions qui ont été des réponses directes à des situations, mais également des actions sous forme de réformes
pour pouvoir effectivement soutenir dans la durée ces actions. On peut passer? On peut passer les slides, merci. Et donc les actions, ce financement a été exécuté dans le cadre d'un projet qui est le projet de soutien à l'éducation de base, PROSEB. Ce projet a contribué, si on regarde bien en termes de résultats, à l'augmentation du taux d'inscription qui a atteint 72% à l'Équateur, disons dans les deux provinces qui étaient bénéficiaires donc de ce programme. Là, il faut peut-être un petit mot. Donc, ces provinces bénéficiaires n'ont pas été choisies au hasard. Ces deux provinces ont été choisies sur une base d'équité, c'est-à-dire sur des critères tout à fait objectifs. Et parmi ces critères, évidemment, il y a eu le critère du taux de pauvreté. Ce programme a également contribué à envoyer un grand nombre de filles à l'école, de sorte que l'indice de parité entre les sexes dans les deux provinces est passé de 0,86 est passé à 0,86 par rapport à 0,78 dans l'Équateur et par rapport à 0,79 dans le Kasaï occidental en 2011. Grâce à ce projet également, le pays a pu construire 858 salles de classe primaire supplémentaires. Et là, il faut peut-être dire un mot parce que là, il y a eu également une réforme qui a pu soutenir donc, la construction de ces écoles qui a été lancée. Et cette réforme a consisté dans l'utilisation des matériaux locaux avec la participation communautaire. Plus de 20 millions de manuels ont été distribués dans le cadre de ce projet et près de 333 000 enseignants ont été donc formés. On peut passer? Et donc, je le disais il y a un instant, ce premier programme avec le GPE s'est achevé en 2016. Une revue conjointe a été organisée en février 2016, mais c'est également un programme qui a préparé le passage vers un autre programme. Ce premier programme était sous-sectoriel, ne concernait qu'un seul sous-secteur, à savoir l'éducation de base. Le nouveau programme va couvrir l'ensemble du système. Et donc, ce nouveau programme sera une contribution à la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation pour la période 2016-2025. Et donc, ce nouveau projet va favoriser les synergies entre les interventions entreprises par le gouvernement, les partenaires de développement et d'autres parties prenantes afin de favoriser une utilisation plus efficace des ressources et afin de maximiser l'impact sur l'ensemble du secteur. Et donc, pour cela, le pays a bénéficié d'un deuxième financement de 100 millions de dollars et qui sera exécuté dans le cadre du projet d'amélioration de l'éducation. Le point d'application de ce programme sont les suivants. Premièrement, favoriser l'accès et l'équité, donc accroître l'accès et l'équité. Deuxièmement, c'est améliorer la qualité des apprentissages, des enseignements et des apprentissages. Et enfin, troisièmement, améliorer donc la gouvernance ou la gestion du système. Alors, peut-être un mot sur les caractéristiques du soutien du GPE en faveur du plan sectoriel de l'éducation 2016-2025. Il faut indiquer que pour élaborer ce plan,
il y a eu une large consultation entre le gouvernement et le groupe local de partenaires de l'éducation qui a conduit à un accord visant à approfondir les réformes engagées dans le cadre du premier programme et à étendre la couverture à d'autres provinces, comme je l'ai dit. Donc, dans le premier programme avait bénéficié à 2 provinces, disons à 7 provinces actuellement, parce que ces provinces ont été divisées. Et donc, on passe actuellement donc, à 9 provinces. Et donc, ces provinces ont été sélectionnées sur la base des critères qui ont visé à identifier les provinces les plus marginalisées. Et donc, à savoir, c'est basé sur le taux de pauvreté, les taux de scolarisation, les résultats aux examens et la parité entre les sexes. Le choix de la définition des critères est très important parce qu'il y a toujours beaucoup de réclamations. Chaque député voudrait que sa province soit bénéficiaire. Et donc, pour départager tout le monde, pour montrer que ça a été un choix équitable, il a fallu beaucoup travailler pour que les critères définis soient les plus objectifs possibles pour départager tout le monde. Et donc, l'autre cas, c'est que les interventions, comme je l'ai indiqué, se produiront dans 9 provinces sur 26 provinces que compte le pays. Et ces interventions, il y aura des matériels pédagogiques, notamment des manuels, qui seront... en fait, il y a des activités qui vont bénéficier uniquement à ces 9 provinces, mais en même temps, il y a des activités qui sont plutôt des activités à caractère national et qui devraient bénéficier à toutes les provinces du pays. Notamment le manuel scolaire, notamment la formation des enseignants, etc. Alors vous voyez un peu comment se présente le pays avec ses différentes provinces. La carte est là, vous le voyez. Alors, les résultats qui sont attendus donc du soutien du GPE sont donc les suivants. On s'attend à ce que 30 000 enfants âgés de 3 à 5 ans soient inscrits et fréquentent un établissement préscolaire. Pour y arriver, on a lancé le gouvernement a lancé une réforme. Le gouvernement a instauré ce que nous appelons une classe pré-primaire pour pouvoir très rapidement augmenter le taux de fréquentation préscolaire. Donc il y a une classe dans chaque école primaire qui existe. Il y aura donc une classe supplémentaire qui sera dédiée, si vous voulez, aux enfants de 3 à 5 ans. Nous nous attendons également à ce que 10 millions d'élèves soient scolarisés en primaire et qui sont scolarisés en primaire bénéficient des manuels scolaires. Donc 10 millions d'élèves du primaire pourraient donc bénéficier de nouveaux manuels scolaires. 64 500 professeurs de première année et de deuxième seront donc formés à l'enseignement de la lecture. Parce que ça, c'est encore une autre réforme qui est soutenue par les GPE. C'est, si vous voulez, nous avons instauré, donc la lecture a amené un nouveau statut, c'est le statut d'une discipline tout entière. Au lieu que la lecture se fait à travers le cours de français maintenant, c'est vraiment une leçon, donc une matière à part. 3 millions d'élèves dans les provinces ciblées bénéficieront d'un meilleur enseignement grâce à la formation des inspecteurs, des directeurs d'école et des enseignants. Et enfin, 1200 élèves, donc 1200 enseignants seront donc formés. Alors, contribution du GPE à la paix et à l'atténuation des conflits. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, comme vous le savez tous, la RDC est un pays en situation de post-conflit
et qui est encore dans un état de fragilité. Et donc, c'est cette situation qui a poussé, qui a déterminé le GPE à pouvoir donc entrer en programme avec la RDC. Et donc, d'une manière globale, nous pouvons considérer que les différents programmes avec le GPE contribuent à la consolidation de la paix donc à RDC. Et donc, de manière plus spécifique, et comme je l'ai indiqué, ce qui pose souvent problème et qui peut générer des conflits, c'est quoi? C'est lorsque il y a un sentiment d'injustice et un sentiment d'équité dans le choix des sites de financement. Et donc, avec le GPE, nous avons appris que pour pouvoir soutenir les provinces ou les régions, il fallait donc se baser sur des critères qui soient objectifs. Et parmi donc les critères, il y a donc le taux de pauvreté. Et comme nous le savons tous, la pauvreté peut générer des conflits. Et donc, on a choisi d'intervenir prioritairement dans les zones les plus pauvres. Et donc, en intervenant, donc le GPE n'a pas pu intervenir dans toutes les provinces. C'est un grand pays avec 26 provinces. Et donc, en agissant ou en intervenant dans 9 provinces, le GPE permet au pays, lui donne des possibilités, mais également aux autres partenaires de pouvoir intervenir dans d'autres zones, en mettant un focus sur les zones en conflit, comme vous le savez, qui sont situées à l'est du pays. Grâce au GPE, nous avons le dialogue social et politique a été redynamisé. Que ce soit lorsque nous élaborons les plans stratégiques ou lorsque nous faisons les revues de mise en œuvre de ce plan, il y a toujours, ce sont des occasions de dialogue qui impliquent à la fois le gouvernement central, mais également les gouvernements provinciaux, la société civile et les syndicats. Cela permet d'effacer certains préjugés et cela permet à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Et je pense que cela contribue beaucoup à la consolidation de la paix. Mais encore d'une manière spécifique, la RDC s'applique depuis un certain temps à pouvoir mettre en place une stratégie d'éducation pour la paix. Et donc, voilà. Donc, en quelques mots, ce que nous faisons avec les programmes, avec le GPE, mais en même temps, les opportunités qu'offre le GPE pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir impliquer tout le monde et ainsi donc atténuer les risques de conflits. Même si nous savons, peut-être il faut l'indiquer, le Congo est un grand pays, il n'est pas embrasé partout, il n'y a pas de conflits partout, les conflits sont situés plutôt à l'est, mais ce n'est pas pour autant que nous devons croiser les bras. Si on veut la paix, il faut donc commencer à éduquer donc à la paix. Et donc, le programme que nous mettons en place avec le GPE couvre l'ensemble du pays. Je vous remercie. Monsieur Mounsia, merci beaucoup de votre exposé. Nous accumulons déjà un certain retard. Nous allons donc passer immédiatement la parole au prochain orateur. C'est un coordonnateur de cluster aussi de Kinshasa. Au Google Drive, vous avez toutes ces diapos en anglais et en français. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les communiquer en ligne. Nous allons avoir quelques minutes après pour les questions-réponses. Bon, vous avez la parole, madame, merci. Bonjour à tous. Je vais vous expliquer brièvement, de façon
synthétique le contexte et l'histoire récente de la RDC. La RDC est un pays dans une situation chronique. Il y a plus de 21 ans que le pays est en crise. En 2013, certains groupes rebelles du Nord Kivu se sont manifestés. Les clusters ont été activés donc en 2008 dans quelques provinces, notamment celles où les crises étaient plus profondes. Ces clusters d'éducation n'ont jamais cessé de travailler. Nous avons 3 groupes de travail qui fonctionnent dans les provinces les plus affectées par le conflit. Un point important qui a un lien avec ce que nous faisons maintenant avec le ministère de l'Éducation, c'est qu'entre 2012 et 2016, l'UNICEF, par son programme PBEA, programme financé par le gouvernement néerlandais, c'est un programme qui a été mis en œuvre en 6 des provinces qui se trouvent en crise humanitaire. En 2014, et sur la base du programme PBEA, le ministre de l'Éducation, avec les clusters, ont créé une commission nationale associant l'éducation en matière d'urgence avec la sensibilisation. Donc nous avons cherché la résilience, la cohésion sociale, la sécurité humaine dans ces contextes de conflit. En 2015, les orientations du cluster d'éducation pour la RDC ont été révisées, nous faisons, et les normes minimum du INEE ont été intégrées dans nos directives depuis 2012. Même année dans le Nord Kivu, ces normes ont été contextualisées. L'année dernière, 2016, un décret interministériel a été signé, créant la Commission nationale sur l'éducation pour la paix et l'éducation en situation d'urgence. Le cluster est un membre de 2 commissions et 2 équipes techniques. Le coordonnateur et les membres du cluster participent à ces équipes techniques. La stratégie est en cours d'élaboration. Le cluster éducation dans la RDC, nous efforçons, c'est la diapo précédente, s'il vous plaît, voilà. Le cluster éducation. Nous œuvrons pour inclure les compétences pour la vie pratique dans le curriculum national, pour promouvoir la cohésion sociale et un plan de réduction de conflits et de risques. Les bénéficiaires comprennent le comité pour les enfants, par exemple, et c'est eux qui décident comment dépenser les tickets éducation. Ce sont des tickets éducation de 2000 $ à peu près. Ce cluster renforce les capacités des membres pour les normes minimales du INEE. Donc, nous avons des séances de formation pour les normes minimales. Nous renforçons aussi les capacités des ONG locales afin d'élaborer des propositions de projets pour le CBPF, c'est-à-dire le fonds commun basé par pays. Nous investissons dans le développement avec des ONG et les acteurs de la société civile qui connaissent mieux la situation réelle sur le terrain, parlent la langue
et aussi parce qu'une fois que le cluster éducation est déactivé, donc ces entités-là vont continuer le travail. Le cluster travaille sur la base de la redevabilité par rapport à la population affectée. Donc, nous avons une démarche basée sur la collectivité pour chacune des interventions, avec, bien sûr, les normes humanitaires communes. Il y a des directives qui incorporent aussi les normes minimales pour sauver de l'organisation Sauvons les enfants. Voilà. Pour le Nord Kivu, la conceptualisation des normes minimales du INEE, nous avons commencé en 2014 avec l'organisation Sauvons les enfants ou Save the Children de la Norvège. Nous avons essayé cela 6 fois. Cela fait partie de l'initiative globale visant à incorporer et adapter ces normes au contexte. Dans le Nord Kivu, les normes minimales ont été donc appliquées dans une situation d'urgence continuelle. Et donc les normes ont été adaptées à cette réalité. Le ministre de l'Éducation a participé à cette initiative au niveau national. Les ONG locales et les donateurs et le cluster éducation. Nous lançons maintenant ces normes contextualisées minimales pour le Nord Kivu. Cela va voir le jour cette année, 2017, et sous la direction de l'organisation Save the Children. Pour ce qui concerne les défis et les opportunités, un des défis majeurs pour la contextualisation a trait avec le lancement de ces normes. Il y a eu un certain retard que nous avons connu étant donné l'insuffisance de ressources de l'époque. Maintenant, Save the Children a reçu un nouveau financement pour cette année et cela nous a permis donc de redémarrer et nous espérons finir cette contextualisation cette année. Un autre défi, c'est que ces normes minimales contextualisées ont été validées au niveau des provinces, mais pas encore au niveau national. Ce qui a causé un certain retard pour ce qui concerne le lancement des activités au niveau provincial. Donc nous essayons de trouver maintenant la validation du ministère de l'Éducation au niveau national pour pouvoir initier le processus. Mais malgré tous ces retards et ces délais, nous avons constaté que le point d'entrée pour l'intégration et l'adaptation de ces normes minimales mondiales a bénéficié du cluster éducation et leur directive, ce qui est adapté et actualisé régulièrement. Voici donc la carte de la RDC. Je voulais vous montrer cette carte parce que cela vous permettra de voir quelles sont les provinces où une crise humanitaire. Ce sont les provinces en rouge, bien entendu. Donc maintenant, vous voyez, vous avez une meilleure compréhension de la situation dans le pays. Lorsque l'année dernière, nous essayons de développer le processus HRP, nous attendions pas qu'il y ait une crise dans le trois Kasaï, mais maintenant c'est les provinces où nous devons déployer le plus grand effort. Dans chaque province, nous avons un point focal pour le cluster éducation. Et là où elles ne sont pas activées, elles sont en attente.
Le rapport entre l'UNICEF et l'organisation Save the Children, là où elle existe, aide, mais sinon le co-facilitateur est bien l'ONG locale ou internationale ou la représentation provinciale du ministère de l'Éducation. Voici. Bon, maintenant, nous sommes présents dans 3 domaines très importants: renforcement de capacité, formation et autres. Vous pouvez voir ici quelle était la situation avant et après notre intervention. Avant, la politique de réduction du risque et lutte contre le conflit n'était pas intégrée dans l'analyse du secteur de l'éducation, ce qu'on appelle en français le RESEN, et la stratégie pour le secteur de l'éducation. Maintenant, l'RDC est le premier pays où le chapitre 8 est présent pour le RESEN et l'analyse du secteur de l'éducation. Cette analyse a été faite en 2013-2014 et SOS maintenant. Et cette analyse maintenant fait partie du SES pour couvrir aussi ce projet qui va aller de 2016 à 2025. Les enseignants des écoles ne renforçaient pas leur relation avec les familles et les communautés, mais maintenant, à l'heure actuelle, les écoles sont une place de réunion où la collectivité interagit entre elles et avec les autres parties prenantes pour le bienfait des enfants. Voilà, pour le renforcement des capacités, avant et après. À l'heure actuelle, nous avons formé plusieurs acteurs dans le cadre de l'éducation. Nous avons de meilleures informations sur la situation de conflit et les besoins en matière d'éducation. Et il y a une implication de plus en plus grande des parties prenantes. Et au niveau également du ministère de l'Éducation et des ministères locaux, la coordination a été améliorée. Le ministère de l'Éducation parfois impose des pratiques et une sélection des participants aux séances de formation, alors que, à l'heure actuelle, nous travaillons ensemble. Et le ministère de l'Éducation coopère avec les parties locales, donc une meilleure décentralisation à cet égard. Nous avons donc plus de soutien et d'adhésion à notre projet. Au niveau du renforcement du partenariat, avant notre intervention au niveau de l'éducation en situation d'urgence et avant qu'on ne rencontre les problèmes actuels qui ont entraîné la dispersion des efforts, le ministère de l'Éducation a joué un rôle central, mais nous avons, nous également, coopéré avec les ONG locales et avec d'autres acteurs pour tenter de coordonner nos efforts sur le plan national et sur le plan local, sur le plan des provinces. Donc, au départ, la coordination n'était pas très bonne entre les ONG et les autres acteurs. Le ministère de l'Éducation ne fonctionnait pas de manière inclusive et était souvent incapable de trouver des solutions aux problèmes entre les partenaires locaux et internationaux. Mais à l'heure actuelle, nous avons des commissions sur l'éducation pour la paix qui se chargent de la coordination entre l'intervention en situation d'urgence au niveau du secteur de l'éducation et afin de réduire les différences. Le ministère de l'Éducation, à l'heure actuelle, joue un rôle très important dans le cadre de la coordination du travail entre les différents partenaires. En ce qui concerne la transition vers le développement, comment est-ce que l'éducation en situation d'urgence et les clusters pour l'éducation
ainsi que l'intégration du maintien de la paix dans l'éducation peuvent permettre une transition vers le développement en RDC. Donc, il est difficile de passer de la situation d'urgence au développement sans période de transition. Sinon, il y aura bien sûr un manque. Donc, l'un des défis principaux est lié au fait que le cluster éducation essaie de renforcer les capacités au niveau du ministère de l'Éducation pour mettre au point des plans de réponse. Mais il y a des problèmes liés aux ressources humaines au ministère de l'Éducation. Et ces problèmes persistent aujourd'hui. Nous avons un personnel ancien, pas très engagé. Dans la majeure partie des provinces, par ailleurs, nous avons des personnes actives et très engagées. Nous avons également des enfants doués pour être des acteurs de paix en situation d'urgence au niveau des écoles communautaires, au niveau des familles. Et à titre d'exemple, nous avons eu recours aux enfants pendant la crise de Ebola en 2014. Les enfants étaient des ambassadeurs de paix ou alors ils transmettaient les messages d'une manière vraiment brillante. On parvenait à canaliser beaucoup de choses à travers les enfants pour atteindre les familles et les communautés. Pareil pour le choléra, qui en fait est une épidémie récurrente dans le pays. Les clusters éducation ont renforcé la résilience des bénéficiaires à travers des interventions diverses sur le plan individuel, sur le plan familial, au niveau des écoles et au niveau des communautés. Ensuite, le renforcement de la paix a contribué à une éducation plus équitable et plus inclusive. Nous avons à cet égard également nous devons nous concentrer sur les plans transitoires de l'éducation dans les provinces où les partenaires au développement et à l'action humanitaire sont également présents. Dernière diapo. La transition vers le développement. Nous avons ici une opportunité particulièrement importante avec la révision en cours de l'UNDAF et le cadre de stabilisation. Et par rapport à nous, au niveau du troisième résultat, nous avons deux sujets très importants. D'abord, comment est-ce que le cluster éducation peut mieux soutenir le gouvernement pour passer de la situation de conflit à la phase de transition? Et également le besoin de passer de la situation d'urgence au développement, travailler avec les bailleurs de fonds au développement pour mettre au point des stratégies et pour être plus flexible au niveau des fonds. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous sommes en retard, donc nous n'aurons pas beaucoup de temps pour les questions-réponses et les discussions. Mais je vais demander à nos collègues ici, à Washington, de poser 3 questions réduites avant de passer aux autres questions. Donc, nous avons encore une vingtaine de minutes avant de terminer. Oui, je vous remercie. Je remercie à tous qui ont posé des questions à travers le courriel ou le chat. Nous avons une question de Gerhard.
Les présentations se sont concentrées sur les intrants pour les écoles, mais pas vraiment de l'apprentissage en tant que tel. Donc la question, est-ce que le GPE se concentre également sur des indicateurs de qualité liés à l'apprentissage? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on mesure l'apprentissage et son résultat en tant que tel? Est-ce qu'il y a des mesures, etc. Est-ce que Deuxième question, le GPE travaille avec les ministères d'éducation pour intégrer des programmes qui renforcent le soutien social et psychologique, les situations d'urgence et l'apprentissage des enfants dans les situations fragiles. Et puis une question de Giovanna qui demande s'il est possible de parler du rôle du GPE pour renforcer le lien entre l'éducation en situation d'urgence et la gestion des risques de catastrophes naturelles d'autre part. Voilà. D'accord. Je vais demander à Expo de prendre la deuxième et la troisième réponse. On répondra à la deuxième, troisième question. Et je pourrais peut-être, moi, répondre au niveau de la question sur l'indicateur pour mesurer les résultats de l'apprentissage. Merci. Je suis vraiment désolée d'être en retard. D'abord, j'ai eu des problèmes avec le métro. Mais bon, encore une fois, je suis désolée. Je remercie tous les intervenants pour leur présentation très intéressante. Vous travaillez dans des circonstances difficiles et pour répondre aux questions qu'on m'a posées. C'est là une situation, bien sûr, inquiétante lorsqu'il y a des conflits. Déjà, le GPE n'est pas une agence de mise en exécution. Voilà pourquoi nous essayons d'encourager nos partenaires sur le terrain à se charger de la mise en exécution. Et donc, ce sont nos partenaires sur le terrain qui se chargent dans les pays auxquels nous fournissons un soutien technique et financier d'étudier la situation sur le terrain et de voir ce qui est nécessaire. Donc, il faut chaque fois évaluer la situation du pays pour voir ce qui peut être réalisé en dépit des problèmes de la situation de la crise. Et là, bien sûr, cela touche à la planification et à la conception des programmes scolaires. À cet égard, l'inclusion est fondamentale. Mais là, il faut répondre à la question au cas par cas. Il faut que le ministère de l'Éducation, les parties prenantes qui travaillent avec le ministère, voient quelle est la situation pratique, encore une fois, par rapport au GPE, au partenariat. Ce sont des problèmes qui sont, par rapport à nous, importants. Nous essayons de fournir un soutien au niveau de la planification. Au niveau de l'éducation et de l'atténuation des risques. Bien sûr, cela fait partie de l'approche globale et de l'assistance fournie sur le terrain. Ce que je peux ajouter, c'est que nous avons des exemples d'interventions très réussies et positives pour renforcer le système éducatif, renforcer la planification à long terme, en dépit de circonstances extrêmement difficiles sur le terrain, mais notamment en raison de l'engagement des partenaires.
Donc, les partenaires ne sont pas seulement des institutions et des organisations, mais également de tous ceux qui travaillent sur le terrain, y compris les enseignants, les enfants. Cela est possible. D'accord, merci. Une réponse rapide sur les indicateurs liés aux résultats de l'apprentissage. Quels sont les résultats de l'apprentissage? Est-ce qu'ils sont mesurés? Nous avons bien sûr un cadre qui se concentre sur les résultats. Nous avons également des rapports à ce sujet. Nous avons des indicateurs liés aux résultats de l'apprentissage, à l'amélioration également des résultats de l'apprentissage. Nous avons d'abord l'amélioration notée en matière d'apprentissage. Nous avons également pour les enfants de moins de 5 ans des indicateurs pour mesurer l'apprentissage et pour mesurer également le développement physique et mental. En juin de cette année, il y aura un rapport sur les résultats qui sera publié à l'issue de la première année d'analyse du cadre des résultats. Donc, en raison du temps, je suis désolée d'avoir été en retard et désolée pour les problèmes techniques que nous avons eu, mais je tiens à remercier tous les intervenants. Dean, qui nous a parlé de New York, Tizi à Nairobi, Hollen à Oslo, Monsieur Valère de Kinshasa et Paula également de Kinshasa. Donc, je remercie également les interprètes à Washington. Dans un autre bâtiment, nous les remercions. Enfin, il y aura un suivi du webinaire. Nous allons vous distribuer le matériel, y compris des informations à l'issue de cette session. Je m'excuse auprès de ceux auxquels nous n'avons pas pu être capables de répondre. Le GPE a également d'autres publications liées à son action dans les pays fragiles et affectés par les conflits. Vous pouvez en retrouver plusieurs sur notre site Internet. Et il y a également plusieurs ressources que vous retrouverez sur le site de l'INE. Donc, encore une fois, je vous remercie et nous espérons vous revoir à la prochaine session de webinaire. Je vous remercie.